Voilà, c'est cette édition spéciale du Gala des Champions sur la radio des Champions, une présentation du champion des galas. Alphonse Bissi-Boum avec des champions des arts martiaux dans ce studio. Ça nous fait plaisir de les avoir en direct malgré leurs multiples occupations. Ils sont avec nous et nous font l'honneur d'être là. Dites-nous, maître Kwam Jean-Pierre, vous êtes en Côte d'Ivoire, pourquoi? Dans le cadre d'une coopération ou alors vous avez décidé d'aller faire valoir vos valeurs du côté de la Côte d'Ivoire? Je suis à la Côte d'Ivoire, c'est une affectation professionnelle, parce que bien avant ça j'étais au Gabon. Mais une fois que vous arrivez sur place, vous essayez de regarder les familles. Moi j'ai ma famille de l'Ouest, comme on dit régulièrement. J'ai la famille des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire et puis maintenant j'ai la famille des arts martiaux. Donc j'ai approché toutes ces personnes-là. Voilà. C'est rien que le boulot qui m'a amené là-bas. Il n'y a pas que le boulot dans la vie, il paraît que le sport concourt aussi au bien-être de l'homme. Et c'est cette valeur qu'on essaie de... Voilà. Dites-nous, quand vous voyez le niveau du jiu-jitsu au Cameroun et en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on est devant ou on est derrière eux? Non, je vais dire qu'on n'est pas les derniers de la classe, je peux vous rassurer. Oui, comme on a l'habitude de dire, comparaison n'est pas raison. Comprenez, moi je veux rester dans le cadre des arts martiaux avec les valeurs qui sont celles des arts martiaux. Donc je ne compare pas, on apprend. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'échec. Soit ceux qui considèrent qu'il y a un échec, moi je pense plutôt que vous apprenez. Quand vous tombez, vous apprenez. Mais si vous tombez, vous pensez que vous avez échoué, vous n'allez pas vous relever. Donc dans les arts martiaux, on apprend, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici. Par rapport aux adeptes, il y en a plus ici ou là-bas? Non, moi je crois que pour les adeptes et les licenciés, il y en a quand même plus en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, oui. Il y en a plus et au nombre de clubs aussi. Mais au niveau des maîtres aussi, il y en a plus là-bas forcément. Oui, et je vais rappeler en passant qu'on a un 9e dan de jiu-jitsu en Côte d'Ivoire. 9e dan? 9e dan de jiu-jitsu. Contre quel maximum en dan au Cameroun? Bon, je n'ai pas toutes les informations. Je pense qu'il y a un certain nombre de dan que nous avons. Ça fait presque une décennie que je ne suis pas sur place, donc les gens ont forcément évolué. Mais les informations que j'ai font état du fait que, bon, aujourd'hui, on a une 9e dan. On a les 7e dan et le 6e dan aussi, le 5e dan en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a amené à ce qu'on décide d'œuvrer ensemble parce que le 30 janvier 2017, il y a une convention de partenariat qui a été signée entre la Fédération ivoirienne de jiu-jitsu de défense personnelle et la JSCAM. J'ai signé par ordre du président en tant que responsable du développement de la coopération africaine. Et à la suite de ça, le vice-président Maître Noiro a fait une visite en Côte d'Ivoire où il a visité les locaux, une salle et ainsi de suite. Voilà, donc si les choses se passent bien, il faut juste que les différentes administrations se mettent d'accord, mais on est déjà d'accord sur le principe des échanges, que ce soit au niveau des travaux, un peu comme le stage de ce matin. Vous avez sur le tatami des maîtres de Sambo qui vont vous apprendre quelque chose. Vous avez le responsable du Néo-Waza qui va vous apprendre quelque chose. Donc quand on se met ensemble on est fort, on apprend toujours. Alors, vous parlez de Sambo. C'est une sous-composante du Jiu-Jitsu ou alors c'est entièrement à part? Je préfère laisser le responsable de Sambo s'exprimer là-dessus. Alors, à ce sujet, qu'est-ce qu'on doit retenir, Maître Atsan? Bon, en fait, le Sambo est une discipline russe qui fait un peu la différence. D'abord, nous parlons du jiu-jitsu japonais ici, nous parlons du jiu-jitsu brésilien ici, mais là actuellement quand on parle du Sambo, c'est russe. Le Sambo qui est une abréviation, parce qu'en réel, ça veut dire Zamuzashita Bes Urogia, qui veut dire défense personnelle à main nue. C'est en russe. Ça veut dire que le sport est parti de la Russie. Le sport est parti de la Russie. Le Sambo déjà a été reconnu comme sport national en 1938. À l'époque de l'ancien URSS. Parce que là, c'était encore l'Union soviétique. Et maintenant, après ça, le Sambo est arrivé au Cameroun dans les années 94-95 par le biais de Maître Jean-Paul Mbouélé. Et à son âme, parce qu'il est décédé, ça fait déjà quelques temps. Voilà. Les auditeurs vont attendre. On va vous recevoir dans quelques minutes. Le temps pour nous d'exploiter à fond nos invités dans ce studio pour qu'ils nous en disent davantage sur ces sports. On a entendu parler aussi des championnats du monde de Sambo. Oui, championnat du monde de Sambo. Le Cameroun se porte très bien en ce qui se concerne le Sambo. Mais on n'a pas rapporté de l'or là-bas. Alors, au championnat du monde de Sambo, on a une médaille de bronze. On a 2 médailles de bronze. Déjà même qui fait l'une des toutes premières médailles en Afrique. Parce qu'il faut préciser,
qu'en Afrique, le tout premier pays à avoir remporté une médaille, de bronze au niveau international, mondial, je veux dire, c'est le Cameroun. Comme les Joseph Bessala l'avaient fait en bourse à l'époque, les Martin Dongwe-Banga. Aujourd'hui, nous parlons du sambo comme ça, nous pensons plus précisément, c'est Fopa Bibiane, la toute première. Elle est championne aussi du monde universitaire. La toute première. Alors, est-ce qu'on peut dire que qui fait du sambo fait d'office du jiu-jitsu? Oui, parce que automatiquement... Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Non, l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est une spécialité du jiu-jitsu. Pas une spécialité du jiu-jitsu. On peut dire que le jiu-jitsu est plutôt une branche du sambo. Ah bon? Ouais, parce que nous pratiquons aussi du jiu-jitsu. Parce que le sambo, déjà, il faut préciser, le sambo est réparti en 3 formes. Il y a la forme sambo défense personnelle, sambo combat, sambo sport. Maintenant, quand on va détailler sambo défense, c'est le mélange de l'aïkido, jiu-jitsu brésilien, plus le taijutsu et le krav maga. On revient sur le sambo combat qui fait office d'un mélange comme le MMA, exactement. Ça mélange toutes les autres disciplines. C'est coup de poing, coup de pied, projection, immobilisation. Et maintenant, le sambo sport, c'est lutte judo uniquement, plus les prises en jiu-jitsu aussi. Voilà. Maître Ngamba Désiré, comment vous arrivez dans le jiu-jitsu? Vous êtes plutôt connu comme un cadre dans une société de téléphonie mobile La Place. Comment vous vous retrouvez dans le jiu-jitsu? J'ai été très heureux de vous voir en kimono ce matin du côté de la Légion. On croyait que vous restez seulement dans les bureaux climatisés. Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. En fait, j'arrive dans le jiu-jitsu étant étudiant. Donc, où ça? À l'université de Reims, en France. De Reims en France, oui. Oui, donc... Vous avez vu des gens pratiquer, ça vous a plu ou quelqu'un vous l'a recommandé à distance? Non, en fait, j'ai vu des vidéos sur Internet à l'époque. Vous êtes tombé amoureux. Voilà, et je me suis renseigné et je me suis rendu compte que dans l'université où j'étais, il y avait un club. Et voilà comment j'ai commencé le jiu-jitsu. C'était en 2005. En partant de là-bas, vous aviez quand même déjà traversé la ceinture blanche? Non, disons en partant de là-bas, non, j'ai pas traversé la ceinture blanche. Parce qu'en fait, mon club n'était pas habilité à faire des passages de grade ou des compétitions. C'était pas un club affilié à la fédération. Non, c'était vraiment un club pour la santé. Voilà, on s'entraînait, c'est pour l'animation. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est quand je suis revenu au Cameroun en 2008 que j'ai recommencé. Et là, j'ai commencé à faire des passages de grade à partir de 2009-2010. Voilà, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là et que vous êtes promoteur du Modern Samurai Academy du côté de Douala Bisengen et qui, nous l'espérons, va nous faire encore beaucoup d'autres ceintures noires très bientôt, pourquoi pas. Maître Nkono ne parle pas beaucoup, pourtant il a la tête très pleine. Maître Nkono, Flossel, Oswald, vous vous retrouvez dans le jiu-jitsu comment, maître? Ok, c'est après avoir pratiqué plusieurs années le Nambudo, qu'un jour j'ai découvert le jiu-jitsu. J'ai dit tiens, il fallait que j'essaye aussi là-bas. J'ai commencé en 2006 avec le premier stage international de jiu-jitsu qui était présidé par Maître Chumba, qui est venu au Cameroun. Là où j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien. Après son départ, j'ai mis sur mes mains et pieds jusqu'à ce jour où je n'ai jamais eu à lâcher. Je m'entraîne toujours. Alors, le jiu-jitsu brésilien, c'est une spécificité du jiu-jitsu. Oui, le jiu-jitsu brésilien naît d'abord du jiu-jitsu de base qui est le jiu-jitsu traditionnel. Et la spécificité du jiu-jitsu brésilien, c'est beaucoup plus le combat au sol et les clés de soumission. Et là, j'ai beaucoup aimé cette faculté, pouvoir développer le travail au sol. Et comment je peux expliquer ça? On arrive à s'exprimer et rester sport, zen. Et il y a aussi une question d'éthique. On se soumet. Là, il n'y a pas d'ego. Tu me gagnes, je dis non. Alors, Maître Ngamba m'a gagné. Et demain, je me mets à travailler. Bon, quand vous voyez par exemple des ouvrages comme ce que Maître Signe a commis sur les arts martiaux, est-ce que ça peut aider quelqu'un à se rapprocher davantage de ces disciplines, notamment le jiu-jitsu? Je tire déjà d'abord un coup de chapeau à Maître Signe pour avoir mis sur pied cet ouvrage. Parce que depuis certaines décennies, nous avons oublié l'éthique martiale. Dans beaucoup de clubs aujourd'hui au Cameroun, vous y allez, il n'y a plus le respect.
On ne les respecte plus. Depuis que Maître Signo vraiment a sorti ce bouquin, moi-même je le lis tous les jours, ça nous ramène. C'est un grand coup de poing, coup de chapeau pour les arts martiaux camerounais en particulier. En matière justement d'éthique et de morale, qu'est-ce que vous recommandez aux pratiquants? Il y en a qui bagarrent au quartier parce qu'ils sont ceintures noires. Quelqu'un fait, il arrache ses dents. En fait, les arts martiaux ne sont pas faits pour aller bagarrer dans des quartiers. Quand on est déjà ceinture noire, dans ceinture noire, on vous appelle quoi? Maître. Dans maître, il y a le mot maîtrise. Donc vous ne deviez pas bagarrer. Vous deviez plutôt vous maîtriser. Ramener quelqu'un à la raison, sans lui faire mal. Et ça, c'est même sans kata. Sans kata. Rien que dans la causerie même déjà. Ça veut dire les arts martiaux, c'est pas seulement les démonstrations, c'est aussi même les échanges. Les arts martiaux, c'est beaucoup plus aussi les échanges, c'est beaucoup plus dans la tête. C'est dans la tête. Et sachant que dans les arts martiaux, ce qu'on devrait acquérir comme tout premier élément, c'est l'humilité. Parce que en recevant cet esprit d'humilité, toutes les portes te sont ouvertes. Voilà. Et vous avez l'impression que les pratiquants actuellement sont vraiment humbles dans leurs attitudes en général? Bon, il y a toujours des brebis galeuses quelque part, mais la grande majorité que je côtoie depuis un certain temps, ils sont vraiment... Vous dites qu'il peut arriver qu'on interpelle quelqu'un par rapport à une attitude déplacée en tant que pratiquant des arts martiaux? Si. Il y a aussi des commissions de discipline chez vous. C'est pour redresser ceux qui tentent d'acquérir. Il y en a même des sanctions. Voilà. Dites-nous, Maître Kamkwam, en Côte d'Ivoire, est-ce que il arrive que les gars se comportent mal en société parce qu'ils ont la ceinture noire et tout ça, et donc influencent tout le monde au passage? Je vais aller dans le même sens que Maître Val, évidemment. C'est-à-dire que vous avez toujours des personnes qui sont venues, qui ne sont pas venues par rapport à l'éthique, par rapport au principe même des arts martiaux, ils sont venus apprendre à bagarrer. C'est pour ça que les maîtres ne doivent pas perdre leur sens de discernement. Vous avez des personnes, quand ils arrivent chez vous, vous savez, celui-là c'est un bagarreur. Si vous n'arrivez pas déjà à le discipliner en dehors du tatami, c'est qu'il se rappelle. Non, ne le faites pas monter. Peu importe ce qu'il paye, parce que rien qu'au niveau de la ceinture blanche en Jiu-Jitsu, vous avez des techniques qui peuvent tuer. Ils peuvent tuer, on le dit. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure dans Maître, il y a quelque part maîtrise. Vous pouvez perdre votre sang-froid, ça peut arriver, mais on ne le souhaite pas. Donc quand vous avez votre discernement, vous vous rendez compte que celui-là, il n'est pas discipliné. Vous le virez de votre club. Pour revenir à votre question, effectivement, en Côte d'Ivoire, vous avez certaines personnes qui peuvent se comporter comme ça. Mais comme vous avez dit, on l'a dit tantôt, il y a une commission de discipline. Ce sont des personnes qu'on sanctionne. Et quand on vous sanctionne, on vous interdit même l'accès au club. On vous sanctionne jusqu'à ce que vous reveniez à l'ordre. Parce que quelqu'un qui a, en plus de sa force naturelle, a appris les techniques de défense, connaît les points vitaux, les points de soumission, les prises et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un comme ça. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un comme ça et vous amuser à le balancer dans la rue. Voilà. Donc, il est important de discipliner les personnes, mais pour faire chuter dans le même sens que lui. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent qu'il faut être discipliné. Est-ce qu'il peut arriver donc qu'on révoque quelqu'un de la discipline du fait de son indiscipline? Oui. Je le dis, les arts martiaux, le respect, la discipline, je vais dire c'est quasiment militaire. Ah bon? Oui, c'est quasiment militaire. C'est pour ça que dans les arts martiaux, ce n'est pas une question d'âge. Quand vous y arrivez, si vous avez 50 ans, il y a un enfant de 3 ans qui a une ceinture plus élevée que la vôtre. Vous le respectez. Vous le respectez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il peut vous faire pomper. Je le dis avec tout le sérieux qui entoure cela. Quand on va descendre, il redeviendra votre petit-fils. Mais dès qu'il est sur le tatami. Moi, mes enfants, j'ai mes 3 enfants qui pratiquent. Le dernier a 1 an, quand il aura 1 an et demi, il va commencer. Sur le tatami, c'est pas papa, c'est maître. Tu m'appelles papa, je te fais pomper, il le sait. Alors, Maître Signé, c'est une 3e dan, ça te donne un peu une grosse tête là. Non. Je t'ai vu ce matin, tu étais très élégant dans ton kimono. Pourquoi le kimono noir? La couleur se choisit par le pratiquant ou alors il y a des niveaux où on exige certaines couleurs? Oui, de la ceinture blanche à la ceinture marron, vous n'êtes pas autorisé à prendre l'ensemble, le judogi de couleur noire ou un kimono de couleur noire. Déjà, ceinture noire, vous pouvez vous habiller en pantalon noir et haut noir.
Donc, ça veut dire que dès qu'on voit le noir, c'est déjà d'office que voilà quelqu'un qui est déjà au moins ceinture noire. Ça, c'est en principe. Les grades, c'est quoi? On commence par quoi? Ceinture? Par la ceinture blanche. La ceinture jaune, ceinture orange, ceinture verte, ceinture bleue, ceinture marron. Il n'a rien oublié. Et après la ceinture marron, on va à première. On aspire à la ceinture noire. D'un grade à l'autre, on peut mettre combien de temps? De la première dan à la deuxième dan, on fait 2 ans et demi. De la deuxième dan à la troisième dan, on fait 2 ans et demi aussi. Même si vous êtes fort. Mais le problème ici, c'est la même chose, c'est comme dans l'enseignement. On dit, on entre à 6 ans, mais vous avez des enfants qui à 16 ans, ils sont à l'université. Alors, ça veut dire qu'il y a la règle, et à côté de la règle, il y a des exceptions. Oui. Un enfant peut briller, un jeune comme Maître Kwam peut, dans son développement, dans ses actions de développement de la discipline, peut pousser même un comité national ou international à dire, encourageons le monsieur là, et on lui donne encore un grade. Voilà. Ce grade-là n'est pas honorifique. Il a mérité parce qu'il a travaillé sur le terrain. Maître Atsan Abiyek, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu du paranormal dans les arts martiaux en général? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut parfois pratiquer la magie pour aller vite en grade? Parce qu'il y a des choses il y a des gens qui font des choses tellement merveilleuses qu'on a envie de croire qu'ils sont des surhumains. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ajoute un peu au naturel dans les arts martiaux? À ma connaissance, non. Parce que peut-être à la connaissance de d'autres, ils diront, mais à ma connaissance, non. Parce que c'est comme Maître Signe venait de souligner là, il y a des personnes qui viennent dans les arts martiaux, ils ont la tête dure. Mais il y a d'autres qui arrivent qui sont des doués. Ils sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés. C'est comme si peut-être dans le ventre de sa maman, il s'arrangeait à faire ça. J'ai un enfant de 3 ans chez moi, il a 3 ans, Gigi. Qui t'inquiète? C'est comme s'il faisait les arts martiaux dans le ventre de sa maman. Cet enfant, s'il a 1 mois de sambo, mais il arrive, il trouve les plus gradés que lui en petit combat, petit randori, il les projette très mal. À 3 ans? À 3 ans. C'est-à-dire qu'il est déjà prédisposé à être un grand champion. Donc c'est un peu comme la danse, où certains dansent mal et d'autres très bien. Exactement, exactement. Maître Kono, dites-nous à voix basse, il n'y a pas un peu de magie aussi à un moment donné, de paranormal? Je reviens à ce que vient de dire Maître William Atsan, que pour moi non, c'est le travail qui paye. Oui. C'est le travail qui paye. Et le talent s'y ajoute aussi. Ça. Donc il n'y a pas d'écorce? Non, il n'y a pas d'écorce à ma connaissance, non. Est-ce que d'autres ont essayé quand même avant de voir qu'en réalité c'est du travail qu'il s'agit et non d'autres choses? Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Je n'ai jamais eu à prendre moi je me montre une écorce qu'il faut la prendre pour être champion ou bien pour pouvoir frapper sur quelqu'un. Il n'est jamais appelé, on ne me l'a jamais présenté. Je ne sais pas. Voilà. Pour moi ça n'existe pas. Vous êtes 5e dan depuis combien de temps? Ça fait je crois 6 mois déjà. Presque 6 mois que le grand maître est venu me grader. C'était au terme d'un combat ou alors c'était par nomination? Non, pas nomination. C'était par rapport à un stage où j'ai eu à faire passer les éventuelles étapes. Vous l'avez émerveillé? Merci. Puisque ça fait 7 ans que je travaille avec lui. Le grand maître, il est basé où? Il est en Allemagne. Il est venu spécialement pour ce stage ici? Il est venu pour ce stage pour promouvoir et faire asseoir le bureau IBAMA. Parce que je suis le seul Africain dans ce groupe-là. Je suis le seul noir africain, oui. Wow. Nous sommes en train de vouloir, comme la base commence déjà au Cameroun, qui est en Afrique centrale, on va étendre les tentacules un peu partout avec, comme il y a le fait qui est en Côte d'Ivoire, voir comment aussi pour aussi élargir ça là-bas. Est-ce qu'il y a des âges limites pour les pratiquants? Pour moi, même à 70 ans, on peut commencer à pratiquer les arts martiaux. Ah bon? Oui. Donc on ne prend pas sa retraite dans la pratique? Ne prend pas. C'est la mort qui signe la retraite? Juste la mort. Voilà. Maître Ngiamba, il vous est déjà arrivé d'avoir envie de toucher quelque chose, vous passez vite 2e, 3e, 4e dan? Parce que quand tu vois quand même les 5e dan, tu les as envie. Non, disons que non, en fait, je comprends juste que c'est un cheminement, c'est un parcours, et puis chacun passe son parcours personnel, et comme vous pouvez vous en douter, ils ont commencé avant moi, donc c'est normal qu'ils soient plus avancés que moi, donc c'est ça. Mais moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui travaillent avec moi que c'est pas la peine de regarder ailleurs, parce qu'en dehors du paranormal qu'on vous parlez là, bon,
ce qui est souvent le plus connu dans les milieux sportifs, c'est le dopage. Oui, donc beaucoup ont parfois recours à des dopages, mais à la fin on se rend compte que ça ne sert à rien parce qu'on voit les impacts que ça produit après sur la santé. Voilà, donc c'est pas bon. Donc moi j'ai l'habitude de dire à mes élèves qu'un entraînement intense et intelligent est la meilleure façon d'atteindre l'excellence. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être taquiné au point où vous avez tendance à dire que je peux montrer aux gars ce que je suis? Oui, c'est arrivé une fois. Bon, c'est arrivé une fois. Mais vous vous êtes maîtrisé? Ou vous avez un peu bagarré quand même? Non, disons que là, j'étais obligé de faire quelque chose. De lui rendre un peu service. Oui, parce que la situation était un peu critique. Et il fallait que je vous réagissiez. Voilà, c'est ça. Voilà. Dites-moi, maître Kamkwam, quand vous entendez ça, ça vous fait rire? Il lui a manqué un peu de maîtrise de soi là à un moment donné. Non. Ou parfois on est obligé vraiment d'en arriver là parce que certains exagèrent en face. Non, en fait, ce n'est pas qu'il a manqué de maîtrise. Parce que je crois qu'il y a les atémies de dissuasion. Il y a les atémies de soumission. Il y a maintenant un atémie pour te finir. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient